Intermède littéraire. Une émission de Samir Marzouki, présentée avec la collaboration de Adel. Messieurs, dames, chers amis, Samir, bonsoir. Bonsoir Adel. Nous poursuivons la série consacrée aux journalistes et feuilletonistes, on peut dire, Tahar El-Faiza. Après avoir vu un peu la partie intitulée « Moi », nous poursuivons avec ce qu'on appelle le côté provocateur de Tahar El-Faiza. Dans cette partie-là, dans ce qu'on appelle peut-être, on peut appeler ça comme une trilogie. Oui, en fait, c'est trois parties d'une autobiographie, on va dire. La première partie est essentiellement autobiographique. Elle raconte donc la vie de l'auteur, de l'enfance jusqu'au lycée, jusqu'aux études secondaires. Oui. Alors, et dans cette partie-là, effectivement, à laquelle nous nous sommes intéressés les fois dernières, ce que l'on a remarqué, c'était un usage immodéré de la provocation. La provocation est manifeste dans le contenu du texte, qui n'hésite pas à aller à l'encontre de ce qui est admis comme correct, qui n'hésite pas à aller à l'encontre des idées toutes faites, notamment par exemple par rapport, et ça c'est très très original donc, dans la littérature maghrébine, notamment par rapport à ce qui est dit de la période du protectorat et de l'ancienne métropole. Même si, là encore, justement, l'idéalisation du passé est toujours minée par une vision implacablement réaliste et nullement idyllique. Si en effet, le hameau natal de l'auteur qui est Mjez El-Beb, Mjez qui n'existe plus que dans ses souvenirs, écrit-il, dans mes souvenirs, puisque c'est le récit est fait à la première personne. Si Mjez El-Beb, qui n'existe plus que dans ses souvenirs, est présenté comme un village, je cite, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à un village français, au charme désuet et ineffable, il ne manque pas de rappeler tout de même qu'en ces temps-là, je cite là encore, l'époux, la gale, le trachome faisaient des ravages, que l'argent était rare et que les maladies infantiles emportaient les enfants à tour de bras. Mais le regard jeté sur le présent est encore plus implacable que ce regard jeté sur le passé. Le passé, oui. Aujourd'hui, écrit-il, Mjez est une ville tout à fait quelconque, qui ressemble à n'importe quelle grande cité populaire, et comme toutes les villes de Tunisie, elle a totalement perdu son âme. Il y a chez Tahar El-Faiza quelque chose de la rancune que le poète Abdelaziz Qassem, par exemple, exprime dans l'hiver des brûlures à l'égard de ceux qu'il appelle ces maquignons qui ont ruralisé la ville. Une anecdote qu'il rapporte illustre bien cette rancœur, l'anecdote de M. Durand, un voisin français devant partir définitivement, et arrosant pourtant son jardin la veille de son départ. Un commentaire sans appel suit cette anecdote. Le jardin de M. Durand, entretenu avec amour depuis des décennies, se dessécha et mourut quelques semaines plus tard. Les autres jardins subirent également le même sort. Les nouveaux propriétaires arrachèrent toutes les plantes et tous les arbres et cimentèrent le tout. Ils arrachèrent les mignonnes petites barricades en bois et élevèrent de hauts murs gris pour qu'on ne puisse pas voir leurs grosses femmes. Les difficultés du père du narrateur commencent d'ailleurs avec le départ des Français, car coiffeur de son état, il a perdu quasiment toute sa clientèle, son salon étant, écrit le narrateur, trop luxueux et trop cher pour les indigènes. Alors, on a vu comment il n'a pas voulu idéaliser, le passé, que le présent n'est pas mieux jugé. Et là, on voit aussi dans l'œuvre si on peut parler d'œuvre de Tahar El-Faiza, une certaine admiration pour la France. On peut parler d'œuvre, bien sûr. Pour moi, c'est une œuvre exactement comme n'importe quelle autre autobiographie,
C'est pas parce que l'auteur est journaliste, disons qu'il n'a pas le droit d'être considéré comme écrivain. À propos de cet attachement à la France, donc, qui est beaucoup plus présent en terre maghrébine qu'on ne le dit d'ordinaire, est exhibé sans embâche par l'auteur, qu'il rende un hommage plus que mérité, selon sa propre expression, à ces instituteurs français, ces instituteurs dont il dit qu'en dépit de leur méthode un peu barbare, mais ô combien efficace, celle du bâton, plus qu'une langue, ils lui communiquèrent surtout une culture. Ou bien qu'il chante directement la France, à ses yeux, écrit-il, incontestablement le plus beau pays du monde, à propos duquel il prend plaisir à citer la phrase de Heinrich Heine, « Gloire aux Français, ils ont travaillé pour les deux plus grands besoins de l'humanité, la bonne chère et l'égalité civile. Ils ont fait les plus grands progrès dans l'art culinaire et dans la liberté. » Ceci ne veut pas dire qu'il ne critique pas les Français. Cet amour passionné qui prend le contre-pied du discours ambiant relatif à la colonisation, effectivement, n'empêche pas Tahar Feza de mettre ailleurs l'accent sur le complexe de supériorité des colons français et les humiliations qu'ils pouvaient faire subir aux autochtones. Est-ce qu'on peut dire que Tahar Feza se veut, réaliste? Oui, il y a un parti pris de réalisme presque sordide, en tout cas sans concession, qui se manifeste dans ce texte de bout en bout et prend le contre-pied de toute idéalisation trompeuse. C'est le réalisme contre l'idéalisation, contre l'idéalisme. Le regard de l'adulte vient ainsi renforcer l'acuité de l'œil déjà acéré de l'enfant. La mort n'est pas évacuée du paysage autobiographique, par exemple. L'enfant la découvre quand son petit camarade s'éteint des suites d'une maladie.